Bien, bonjour à tous pour cette vidéo de décryptage des marchés financiers qui, vous l'imaginez, où on va avoir beaucoup de contenu au vu de ce qui s'est passé au mois de mars. Nous sommes le 15 avril aujourd'hui, on va essayer de revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines avec beaucoup de forces contradictoires qui sont telles que la lecture des marchés, la lecture de l'économie et des marchés financiers est extrêmement complexe mais aussi passionnante. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter dans cette vidéo. Un tableau de bord rapide, nous sommes le 15 avril, tableau de bord rapide sur l'évolution là où on est aujourd'hui sur les marchés financiers. On a déjà entamé sur les marchés actions un rebond sur fond de désescalade progressive entre les États-Unis et l'Iran. Donc pour l'instant on a très peu de visibilité, mais les marchés anticipent déjà une désescalade, ce qui fait que le CAC 40 n'est pas revenu sur les niveaux de fin février, mais est sur des niveaux autour de 8300 points aujourd'hui, donc a déjà entamé un rebond assez important puisqu'on a été au plus bas à 7500 points. Le baril est revenu aussi un petit peu, le Brent par exemple, si on prend le Brent, a atteint sur les futurs des niveaux autour de 120 $. On est aujourd'hui revenu à 90-95 $, 95 $ aujourd'hui, donc il y a eu un petit retour du baril qui anticipe aussi une sorte de désescalade dans les prochaines semaines, prochains mois au Moyen-Orient. Et puis les taux souverains, la lecture est un petit peu plus difficile puisque les taux restent sur des niveaux un peu plus élevés. Alors on n'est pas, par exemple si on prend le 10 ans français, le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans, on n'est pas sur les niveaux qu'on a pu voir au pire des inquiétudes, au pire de l'incertitude autour du 20 mars, où on atteint 3,85, entre 3,85 et 3,90%. Mais on est quand même sur des niveaux qui sont bien plus élevés que ce qu'ils étaient avant le début de la crise, donc des taux souverains globalement plus élevés que ce qu'ils étaient. En un mot, aujourd'hui, les marchés oscillent entre soulagement géopolitique et tension sur les effets de second tour, notamment sur l'inflation dans les prochains mois. Et c'est là que se joue notre scénario central, et c'est là que la lecture et les anticipations à faire sont passionnantes pour nous, allocataires d'actifs. Rappelons rapidement les faits, ce qui s'est passé fin février, début mars, avec ces bombardements israélo-américains en Iran, avec le blocage du détroit d'Ormuz, avec les ripostes du régime iranien, le blocage du détroit d'Ormuz qui a bien sûr eu un impact très important sur l'énergie, sur les marchés de l'énergie, puisque à peu près 20% des hydrocarbures au monde passent par le détroit d'Ormuz et tout a été bloqué du jour au lendemain dès les premières semaines du conflit. Aujourd'hui, le constat c'est qu'il y a toujours très peu de bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz, donc il y a toujours un blocage, mais on a des débuts de désescalade, de dialogue avec notamment un premier ultimatum qui a été repoussé, puis un cessez-le-feu de 15 jours, puis des discussions à Islamabad au Pakistan qui n'ont pas donné lieu à un accord. Mais les éléments qu'on a aujourd'hui sont qu'il y a une discussion qui est en cours pour un accord, avec bien sûr des éléments de négociation autour du nucléaire iranien, de l'enrichissement du nucléaire iranien, autour des forces armées américaines dans la région, et éventuellement au cours, on y reviendra peut-être à la fin par rapport à nos anticipations sur le prix de l'énergie, et éventuellement la fin des sanctions sur les hydrocarbures iraniens, qui pourraient être dans l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Donc notre conviction, notre scénario central par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est celui d'une désescalade. Ça a été notre scénario depuis la mi-mars, grosso modo, on attendait ces premiers signaux de dialogue qu'on a vus à partir du 20 mars. Alors le week-end juste avant le 20 mars, on avait ces ultimatums de Donald Trump, on était très inquiets, avec un marché d'ailleurs qui avait ouvert très en baisse le 20 mars. Et puis après on a eu cette confirmation qu'il y a une discussion entre les différentes contreparties, une discussion qui est nécessaire pour nous, pour les deux contreparties. D'un côté américain, bien sûr, c'est plus évident, puisque Donald Trump, on le sait bien, il y a des élections de mi-mandat, il y a une guerre aujourd'hui qui a, dans l'opinion publique, une vision très négative, et donc il a tout intérêt à ne pas s'enliser au Moyen-Orient et à essayer de sortir la tête haute. Ça va pas être facile, mais la tête haute de ce qui s'est produit depuis un mois et demi. Et de l'autre côté, bien sûr, les Iraniens aussi ont intérêt, au vu de l'ampleur des dégâts, à négocier pour obtenir des choses, par exemple, des fins de sanctions sur les hydrocarbures, qui seraient assez positifs à moyen et long terme pour l'Iran. Donc ce scénario de désescalade, pour nous, ça plaide pour un choc qui va être une extrême violence, et on le voit déjà dans les chiffres qu'on a pu voir sur l'inflation, notamment au mois de mars. Donc un choc extrêmement violent, mais passager, avec un retour à la normale, pour nous, qu'on envisage, pour le S2 2026. Donc bien sûr, en général, l'économie n'est plus ni moins qu'une transformation de l'énergie, et donc quand vous avez les prix de l'énergie qui augmentent, eh bien, il y a des impacts directs sur l'économie, et on le voit, on l'observe dès le mois de mars avec une inflation en Europe et aux États-Unis qui a fortement accéléré. En Europe, on était plutôt autour de 2%, qui est l'objectif de la Banque Centrale Européenne sur le mois de février, et là on est monté à 2,5%, et les derniers indicateurs, les dernières anticipations de la Banque Centrale Européenne sont plutôt autour de 2,8%, 2,7% sur 2026, donc une accélération par rapport à ce qu'on a pu voir en février, mais un retour progressif vers les 2% pour 2027. Donc un choc, encore une fois, violent, mais passager,
Et donc un dilemme du côté de la BCE qui est: est-ce qu'on doit agir, essayer de freiner un peu l'économie, de monter les taux pour lutter contre l'inflation, ou est-ce qu'il faut, étant donné que c'est un choc passager, plutôt ne rien faire et attendre que les choses rentrent dans l'ordre tout naturellement. La situation d'un point de vue inflationniste est un peu plus inquiétante aux États-Unis. On a une inflation qui a baissé sur les derniers trimestres, mais qui mettait du temps à baisser, à arriver à l'objectif de 2%, il n'y était pas du tout. Et donc là, la hausse des prix de l'énergie va avoir un impact inflationniste comme en zone euro, mais sur une économie qui va beaucoup mieux. Donc il y a un risque inflationniste qui est beaucoup plus présent aux États-Unis qu'en zone euro. Et en zone euro, revers de la médaille, c'est qu'on a une inflation qui peut repartir, mais on a toujours une économie qui croît très lentement, et donc on a plutôt un risque de stagflation en zone euro. Ce mot, on l'avait entendu en 2022, à l'époque où l'inflation était repartie et l'économie n'allait pas si bien que ça. Eh bien, on retrouve un peu ce narratif de stagflation, c'est-à-dire une croissance assez molle, assez atone en zone euro, et une inflation qui repart un petit peu. Ça, c'est ce qui va se passer pour nous dans les 3-4 prochains mois, pour un retour à la normale sur l'inflation pour la fin de l'année, début 2027. Cela étant dit, qui dit inflation un peu plus forte plus longtemps, et croissance qui tient très bien aux États-Unis et qui reste molle en zone euro, mais grosso modo qui se stabilise, et ça plaide pour des taux longs plus élevés. On a dit en introduction que les taux longs souverains français, américains, allemands étaient restés sur des niveaux assez élevés par rapport à ce qu'ils étaient fin février. Eh bien, on pense que ça va rester structurellement quelques mois au moins sur des niveaux qui sont structurellement plus élevés. Donc on est plutôt chez LCA Finance dans notre allocation, on est plutôt prudent sur la partie longue des taux souverains européens et américains, et surtout américains je dirais, puisqu'on a un risque inflationniste plus important. Il faut aussi voir du coup quelle va être la politique des banques centrales. En début d'année, notre scénario était plutôt celui d'une dynamique encore baissière sur les taux courts. Donc là on parle vraiment de la partie contrôlée par les banques centrales, la partie courte de la courbe des taux d'intérêt. On pensait encore que ça allait baisser au moins une fois en zone euro, pour atteindre à peu près 1,75%. Et bien aujourd'hui, on est plutôt sur un statu quo, une stabilité, même si le marché anticipe encore une ou deux hausses de taux. Nous, on pense qu'il y aura peut-être une hausse de taux, mais pas plus. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans cette dynamique baissière sur les taux courts. Donc des taux longs durablement plus élevés et des taux courts qui peuvent aussi légèrement augmenter sur les prochains trimestres. Ce qui est important sur l'après, quand on essaie de se projeter sur l'après, c'est-à-dire à l'été ou la rentrée 2026, septembre-octobre 2026, c'est est-ce qu'on pense que le prix de l'énergie va revenir sur ce qu'il était au mois de février ou pas. Et nous on a un scénario qui est plutôt celui d'une baisse du baril par rapport au niveau actuel. Donc on est, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de 95 $ le Brent. On pense qu'on va revenir assez rapidement finalement dans les mois à venir vers 80 $, donc une baisse quand même significative par rapport au niveau actuel, mais un niveau qui sera toujours plus élevé que ce qu'on a vu avant la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dégâts bien sûr sur les infrastructures au Moyen-Orient, et donc ça va prendre du temps à repartir au niveau de l'offre, et on pense que donc le baril ne va pas rebaisser si rapidement vers le niveau d'avant la crise. Et donc pour revenir sur le sujet de l'inflation, c'est pour ça qu'on pense que l'inflation peut être légèrement plus longue que ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire durer au moins jusqu'à l'été, voire jusqu'à septembre, pour ensuite rebaisser. En revanche, il faut aussi avoir en tête que, bien sûr, s'il y a un accord signé, et espérons-le qu'il y ait un accord qui soit signé dans les prochaines semaines, eh bien, il pourrait y avoir dans l'accord, on en a parlé tout à l'heure, une fin des sanctions sur les hydrocarbures iraniens, et donc, pour le pétrole, par exemple, ça serait un retour de 2 à 3 millions de barils jour sur le marché, et donc un petit choc d'offres, avec plus d'offres, ce qui ferait que le baril pourrait rebaisser un peu plus. Donc vous voyez, il y a des lectures un peu contradictoires, c'est difficile de l'anticiper, mais aujourd'hui on est plutôt, notre scénario a une baisse du baril, un retour à 80, et puis si jamais il y a vraiment une fin des sanctions, peut-être un niveau à 75 voire 70 $ le baril d'ici la fin de l'année. Les entreprises vont vivre un choc assez violent sur mars, avril, mai, avec une forte hausse des prix de l'énergie, qui va impacter bien sûr les marges, mais un choc qui est passager, violent mais passager, et donc des résultats qui vont rester, surtout sur les grandes capitalisations, assez solides. Donc là on a déjà des publications de sociétés qui semblent plutôt solides, notamment sur la thématique de l'intelligence artificielle, et on pense que finalement les entreprises vont pouvoir absorber, en tout cas celles qui ont des marges assez élevées, qui ne sont pas trop endettées, parce que bien sûr la hausse de taux a un impact sur les entreprises les plus endettées. Et bien ces entreprises qui ont du pricing power, une capacité de monter leurs prix, qui ne sont pas trop endettés et qui ont des marges déjà assez élevées, vont pouvoir continuer à délivrer des bons résultats, ce qui fait qu'on est assez positif sur les marchés actions, et on pense que le risque, s'il doit être pris, doit plutôt être pris sur les marchés actions plutôt que d'aller chercher de la duration sur les obligations. Et en un mot, rester investi, rester vigilant, parce que bien sûr, ce qu'on dit aujourd'hui peut être amené à changer. Par exemple, s'il y a de nouveaux
pas d'accord et des nouveaux bombardements sur les infrastructures iraniennes, eh bien notre scénario sera repoussé, l'inflation sera plus durable, les taux seront plus longs, seront plus élevés plus longtemps. Donc tout peut changer dans les prochaines semaines. C'est ce qui rend finalement notre métier très passionnant dans ces moments-là, où il faut suivre l'actualité au jour le jour pour essayer de faire évoluer nos allocations de portefeuille. Mais aujourd'hui, notre scénario central reste celui d'une désescalade. Et d'ailleurs, le marché l'anticipe aussi depuis quelques jours. Et donc, on reste investi, on reste bien sûr diversifié et à l'écoute des différentes données économiques qu'on aura et des publications de résultats, bien sûr, qui sont quand même le plus important dans notre métier quand on investit sur les entreprises, c'est les résultats des entreprises. Et donc là, on va avoir dans les prochaines semaines une bonne idée de comment vont les entreprises et surtout de comment elles voient les choses par rapport au pic, à la hausse des prix de l'énergie, comment elles arrivent à impacter ça sur leurs prix et à naviguer dans cet environnement complexe. Merci de nous avoir suivis.